Au Sénégal, le delta du Saloum est l'un des plus grands réservoirs de mangroves en Afrique. La mangrove, un des milieux les plus riches de la planète, est un écosystème complexe, composé de végétaux qui ne se développent que dans les zones de balancement des marées sur les côtes basses des régions tropicales. Les principales espèces végétales que l'on trouve sont les palétuviers. Elles ont pour caractéristique de s'adapter à un milieu hostile en perpétuel mouvement et de croître dans les zones où la salinité est très élevée. Les marais bercent cette niche écologique, importante pour diverses espèces comme les huîtres, les algues et les balanes. Elle permet la pêche car elle abrite poissons, crabes, crevettes, mollusques et beaucoup d'autres espèces. Plusieurs espèces d'oiseaux, des reptiles et des mammifères y ont trouvé refuge, comme les hyènes tachetées de palmarin qui se rassemblent au soir après une journée passée dans la forêt de palétuviers. Classée patrimoine mondial de l'UNESCO, la mangrove est d'une importance capitale pour les populations vivant dans cette zone car elle procure d'importantes ressources halieutiques et forestières. Pourtant, elle a longtemps été perçue comme sans valeur ni utilité. Au cours du XXe siècle, les forêts de mangrove ont connu un net recul. Deux grandes raisons expliquent ce recul. D'une part, une évolution du milieu naturel. La raréfaction des pluies a diminué l'apport d'eau douce par les fleuves, ce qui a fait augmenter la salinité du milieu. D'autre part, les populations qui exploitent les ressources naturelles de la mangrove, comme le bois, le poisson ou les coquillages, sont de plus en plus nombreuses. Et elles utilisent des techniques qui peuvent dégrader la mangrove. On subit la déforestation et c'est nous-mêmes qui le faisons. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on est 14 millions de Sénégalais. On a des besoins de bois, on a des besoins de charbon de bois. Et donc, quand tu vis dans une île comme Bassoul, Bassar, Tialan, mais mon gars, c'est dur quoi. C'est-à-dire que tu as besoin de bois pour cuisiner tous les jours. Et tu es sur une île. Et qu'est-ce qu'il y a comme bois autour de toi? Du bois de palétuvier. Donc tu le coupes. Donc si tu le coupes de manière durable, pourquoi pas? Mais en tout cas, cette croissance démographique peut peser sur cet écosystème. Si on coupe tous les palétuviers, il n'y a plus d'écosystème de mangrove. Souvent, c'est dans les îles, hein, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Nos missions, d'abord, c'est la conservation des ressources naturelles. Donc, nous intervenons en faisant des patrouilles et en même temps en sensibilisant la population pour la préservation et l'importance des ressources naturelles. Donc nous les sensibilisons, nous les conseillons vraiment à mieux préserver cette ressource. Parce que vraiment, cette ressource-là a un côté très très positif, surtout pour l'économie de ces populations. Actuellement, on parle du changement climatique. Et nous savons que la mangrove joue un rôle très important pour diminuer, par exemple, l'avancée de la mer. Et également, de l'autre côté, ça permet, dans certains milieux, vraiment d'empêcher l'ensablement des zones humides. Les mangroves sont indispensables à la survie et au développement des populations locales. Nous allons partir à la rencontre de 4 habitants de ce précieux écosystème qui, avec leurs pratiques, montreront les fonctions alimentaires, économiques, touristiques, médicinales et écologiques de la mangrove. Nima y collecte des huîtres, Abdoulaziz produit du miel, Abdoulo Di Carlos est guide touristique et Biram, l'éco-guide et restaurateur de palétuviers. La mangrove du delta du Saloum, en raison de la beauté de ses paysages et de sa diversité biologique, attire annuellement de nombreux touristes. Il s'agit d'un des sites touristiques les plus visités au Sénégal. Je travaille en étroite collaboration avec tous les hôtels d'une manière générale, mais en particulier avec le Kër Saloum, parce que nous développons un projet commun
qui est en tout cas le développement de ce produit-là touristique qui s'appelle l'ornithologie. Nous organisons des circuits souvent dans la nature. Carlos, guide naturaliste, est ornithologue de profession. Il commence ses visites en naviguant sur les Bollons pour présenter les maîtres de la mangrove, les palétuviers. Il existe principalement deux types de palétuviers. Le Rhizophora, classé comme mangrove haute, caractérisé par ses fruits appelés propagules et ses racines aériennes. Et la Vessinia, classée comme mangrove basse, possédant de petites fleurs blanches et des racines pneumatophores qui, comme des tubas, permettent à l'arbre de respirer. Le fruit des palétuviers, c'est ce qu'on appelle les propagules. Entre 20 et 40 cm parfois, et même elle peut atteindre jusqu'à 1 mètre. Alors la mangrove était menacée au courant des années passées. Mais maintenant, avec la conscientisation, donc la sensibilisation des populations, ils font beaucoup plus en tout cas attention. Maintenant, on ne peut plus faire comme avant. On ne peut plus se permettre par exemple de couper abusivement ce bois-là. Parce que tout simplement, c'est un bien commun, c'est un patrimoine mondial. Et donc les populations le savent et ils font beaucoup plus attention. Après avoir joué aux explorateurs, Carlos propose la visite d'une île faite de coquillages. Les coquilles d'arches, d'huîtres et d'autres coquillages amassés pendant plusieurs siècles par les premiers habitants du delta ont fini par former des îles artificielles. On dénombre ainsi 218 amas coquillers dans le delta, dont le plus grand, Diorombumac, qui mesure 12 mètres de haut, 400 mètres de long et 300 mètres de large. Quelques 7000 personnes y ont été inhumées du 7e au 13e siècle. Sur cette île, de majestueux baobabs ont profité du sol calcaire pour pousser un peu partout. Carlos termine ensuite sa visite par le reposoir des oiseaux, paradis des ornithologues. Donc le dortoir des oiseaux donc, viennent ici pour dormir. Donc je vous avais dit tantôt que c'est une dizaine d'espèces d'oiseaux différentes alors qui viennent souvent passer la nuit ici. Alors je peux citer l'aigrette dimorphe, n'est-ce pas? Je vois aussi la grande aigrette, je vois des cormorans africains, des alcyonpis, donc des martins pêcheurs pis, à côté des aningas, n'est-ce pas? Donc c'est en tout cas à peu près une dizaine d'espèces d'oiseaux qui sont répertoriés alors qu'ils viennent passer la nuit ici. Alors ils viennent de tous les horizons, ils font des kilomètres le lendemain de très bonne heure, alors ils quittent le dortoir pour aller vers les zones de nourrissage. C'est là où ils trouvent refuge. Alors là ils sont à l'abri, il n'y a pas de prédateurs, c'est sur une petite île et les parages sont poissonneux, donc du coup alors ils sont bien ici. Il y a aussi l'île aux oiseaux, n'est-ce pas? L'île aux oiseaux où souvent un quart de la population mondiale de sternes royales niche. Donc c'est pour dire tout simplement que la mangrove c'est un lieu d'habitat naturel pour pas mal d'espèces alors faunistiques mais aussi floristiques. Donc il faut également retenir que c'est un patrimoine naturel qui est là, un patrimoine culturel, un patrimoine historique, alors qui attire en tout cas l'attention de pas mal d'eux. C'est un écosystème vraiment riche, le cœur de notre développement, n'est-ce pas? Le développement économique et social des populations locales est intrinsèquement lié en tout cas à cette protection, à cette préservation, à cette conservation-là de cette mangrove. Protéger la mangrove, un des rôles que s'est fixé Abdulaziz grâce à son armée de défenseuses de l'écosystème, les abeilles. Les abeilles produisent un miel sombre au reflet rouge. Il étonne par son goût sucré-salé, exprimant le mariage entre mer et terre.
On l'appelle le miel de palétuvier car les abeilles butinent les fleurs de palétuvier. C'est une activité génératrice de revenus qui s'intègre dans une approche de gestion durable de l'environnement. Elle contribue au maintien de la biodiversité et à l'augmentation du rendement des cultures. Elle peut jouer un rôle important dans la lutte contre la déforestation et les feux de brousse. Le bénéfice moyen annuel réalisé par un apiculteur est de 100 €. Allez, c'est parti. S'il y a un petit trou, ils peuvent passer. Et là, ça va faire mal. Les bois. Donc il faut bien attacher. Allez, donc c'est parti, nous allons voir les ruches. Elles sont près des mangroves. Donc on va voir s'il y a du miel. On aperçoit les mangroves. La première chose à faire, il faut enfumer d'abord. Calmer les abeilles. J'enfume le trou de vol d'abord. Donc c'est parti, c'est bon. Je vais essayer d'ouvrir. J'enlève le couvercle. Donc elles sont là. C'est une ruche bien colonisée. Donc voilà. On peut soulever quelques cadres. Donc ils sont là. Ça c'est du miel pour enlever les abeilles. Bon, le miel est riche parce que c'est du miel de mangrove. Donc, vu les vertus de la plante, nutritionnelle et médicinale. Donc, il y a une forte demande. Les abeilles protègent la mangrove. Elles protègent mieux d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui viennent couper les racines. Donc, si tu mets des ruches, donc les gens ne vont pas s'approcher. Parce qu'ils savent qu'il y a des abeilles. S'ils touchent les racines, les abeilles vont les attaquer. Donc tu n'as pas besoin de mettre une personne pour surveiller. Donc juste les ruches pour protéger les mangroves. Chacun a sa manière de protéger. Nous, apiculteurs, on les protège avec nos ruches. L'écosystème de mangrove, pour l'homme, c'est un endroit où on peut avoir du miel, de palétuvier de très grande qualité. C'est une zone de nurserie. C'est un endroit en fait où les différentes espèces animales peuvent venir se réfugier, grandir, se reproduire. Et donc c'est un vivier pour également les humains qui interagissent aussi dans cet écosystème. Donc beaucoup de populations dans le delta du Saloum vivent de l'écosystème de mangrove. C'est cette richesse écologique qui permet de développer l'économie de la région. Les poissons et les crustacés font partie intégrante de l'alimentation de base des populations du delta. Les ménages dépensent la plus grande partie de leur budget de nourriture quotidien pour l'achat de poissons. Plus de 150 espèces différentes de poissons viennent se reproduire et croître dans la mangrove du delta du Saloum. La pêche et la collecte de mollusques fournissent également des revenus importants aux populations. Les prix annuels de poissons et de crevettes sont estimés à 15 000 tonnes. La production de mollusques s'élève quant à elle à 2600 tonnes. On considère que 5 à 10% de cette production est destinée à l'approvisionnement des ménages de pêcheurs, tandis que le reste de la production est consacré à la vente sur les marchés locaux ou à l'exportation vers les marchés étrangers. Je suis le vendeur des fruits de mer. Regarde, ça c'est des huîtres. Ça aussi c'est des mulets, des poissons mulets. Ça c'est les crevettes séchées. Il y a des petits paquets, il y a des gros paquets, comme ça. Oui. Il y a des coques aussi, il y a des gros paquets, il y a des petits paquets. Ça c'est le poisson chat. On le vend, chaque paquet à 500. Non là, ça c'est des escargots, les huîtres comme ça. Ça c'est les huîtres. Il y a paquet 500, il y a paquet 2000, comme ça.
Ça, c'est les escargots. Ça, c'est la raie. On achète et on fait on revend. Nima rejoint ses collègues du groupement créé par leurs parents en 1985. Sur les quais, elle se prépare pour embarquer sur la pirogue. De longues chaussettes, bottes ou chaussons de plongée, un équipement anti-coupure et anti-crabe, sans oublier le gilet de sauvetage indispensable pour la collecte. Les huîtres sauvages, un des trésors de la mangrove, sont cachées sous les feuilles des palétuviers, attachées à la racine des arbres. Les femmes retirent les huîtres sans abîmer la branche du palétuvier. Elles ont conscience que si elles collectent de manière inadaptée et coupent les racines, elles les menaceront. yoxos bi dañuy dindi yu mag yi bàyyi yu ndaw yi léegi comme ça yu mag yi moom la ñuy yóbbu Dakar. Mangrove moom am na importance parce que mangrove ci la yoxos bi ci lay dundee jën yi tamit ci la ñuy dundee paañ yi ak tuufa yëpp ci la ñuy dundee waaw ñun tamit des fois ñun dañuy def jëmbat mangrove yoxos bi dafa manqué léegi il faut boo defee guirlande ci ngay mën a am ay yoxos parce que yi buñ ko kiyee nii yi ñu togg noonu ba pare dañ koy bënn nas ko si buum takk ko si kii bi après mu capté waat nekkaat yoxos bu mag bi léegi nii lañ koy dindee par benn léegi après xoos ko nii ba mu set léegi oto bi jël si ko ñu yóbbu ko fale Almadi dañ koy jaay par projet yokkute daal ndaxte ci la ñuy dundee daal parce que lii boo ko jaayee di nga mun a faj say njaboot di nga mun a inscrire say doom école waaw comme ça xaalis bi nga ciy gagné def lay fajal sa soxla daal. dafay suudu ci biir nag léegi yow noo ko gisee doo ko gis ci biir lii tuufa la lii mooy tuubi yëmbaa ñu ngi ci biir moom it ci biir kii bi fii nga koy ji wax dañ koy ci suuf boo ko tojee nga génnee ñam bi ci biir. Il y a des années, les huîtres trop cueillies sont devenues rares, mais les habitants ont réagi. C'est leur dernière pêche avant la trêve de la saison des pluies. De juin à octobre, la collecte marque une pause, le temps pour la reproduction et pour l'huître de grossir. Les huîtres peuvent être vendues cuites, où elles se vendront à 10 centimes d'euros la douzaine. Lorsqu'elles sont vendues fraîches à Dakar, elles se vendent plus de 2 euros. Elles peuvent ainsi vendre moins, mais plus cher. Une solution pour ne pas épuiser la ressource, cadeau de la mangrove. Biram est l'éco-guide de l'écologe Cœur Bambung, dont le but est de promouvoir un tourisme respectueux de l'environnement, dont les bénéfices sont directement reversés à la communauté, tout en sensibilisant les visiteurs des conséquences désastreuses de la déforestation sur leur île. On reboise la tige qui s'appelle propagule, et c'est ça que vous voyez comme ça. Mais avant qu'il fait la tige qu'on reboise, d'abord ça fleurit. Et ça, la fleur que vous voyez. Après, si ça fleurit, ça fait un capuchon. Tu vois cette capuchon? La tige qu'on sème s'appelle propagule qui de ce capuchon. Et vous voyez comment ça fait 10 cm, 15 cm. Et voilà. Et pour le planter, tu le fais comme ça. Pour reboiser. Tu enlèves le capuchon et tu le reboises comme ça. 2 mois. Et ça, il y a 3 ans qu'on a planté. Avec des racines qui s'appellent racines essas. Tu vois comment ils sont. Ici, on a le palétuvier blanc. Et pourquoi on dit palétuvier blanc?
C'est puisque c'est un palétuvier qui rejette le sel par les feuilles. Si vous regardez sur les feuilles, on a des sels. Et cette sel-là, on dit entre 8e et 14e siècle, c'est le sel qu'on utilisait. De cet écosystème de mangrove, il perd ses feuilles se dégradent, il fabrique toute cette vase qui après va être le substrat même pour que d'autres palétuviers s'implantent. Les crabes vont y habiter, ils vont faire des trous et les propagules qui sont les jeunes plantules du palétuvier vont tomber dedans et permettre d'avoir la descendance de ces palétuviers-là. Lorsque la marée descend, des colonies de crabes violonistes sortent de leurs trous pour partir se nourrir des cadavres et des plantes en décomposition. Ils se nourrissent en raclant la surface de la vase avec leurs pinces. Les micro-organismes adhérents au grain sont brossés et dirigés vers la bouche, tandis que le sédiment nettoyé est rejeté en boulettes. Les crabes doivent traiter d'immenses quantités de sédiments. Ils peuvent ainsi produire plus de 300 boulettes par jour. Le mâle possède une énorme pince qui peut mesurer jusqu'à 10 cm. Comme un violoniste, la petite pince allant du sol vers la bouche rappelle celui d'un archer sur un violon. Leur rôle est capital pour l'aération des sols de la mangrove et leur enrichissement en azote et en carbone. Donc il y a des interactions entre des multitudes d'espèces, aussi bien végétales qu'animales, qui fait des écosystèmes de mangrove les écosystèmes les plus complexes et les plus riches de notre planète Terre. La feuille de mangrove était utilisée comme un truc traditionnel. Par exemple, si les femmes accouchaient, les mamans elles allaient cueillir les feuilles de mangrove qu'elles faisaient bouillir, et voilà, celle qui vient d'accoucher, on la faisait un bon bain et un massage avec ces feuilles. Parce que vous savez, sur la feuille de mangrove, il y a le sel et tout, donc très important pour la peau, pour les massages. Une fois qu'il y a trop de sel, il n'y a plus rien qui vit. Les palétuviers sont adaptés pour lutter contre le sel. Lui, par exemple, le Rhizophora, quand il a trop de sel, en fait, il le concentre. On voit, il y a des feuilles jaunes. Il concentre tout le sel qu'il a dans une feuille, comme celle-là, par exemple. Et après, c'est comme ça que ces feuilles-là tombent au sol. Et une fois qu'elles tombent au sol, parce qu'en fait, elles sont saturées en sel. Donc, le palétuvier, il a des filtres au niveau de ses stomates pour éliminer le sel. Mais quand le gradient de sel de l'eau est trop élevé, il n'arrive plus à vivre. En médecine traditionnelle, la feuille du palétuvier peut être utilisée par certains comme un remède pour soigner l'angine, l'asthme, le mal de dos, les furoncles et la diarrhée. L'usage n'est pas très répandu, mais reste limité à quelques individus et initiés. Quand une femme est enceinte, on prenait les feuilles, on le faisait bouillir. Et chaque matin, on donnait à la femme un verre de thé pour boire. En ce moment-là, il n'avait pas les hôpitaux. C'était juste pour remplacer le piqûre de tétanos. Quand un garçon demandait une fille de fiançailles, on lui demandait d'amener une pirogue du bois de la mangrove pour les premières actions de la dot. Pour les feuilles aussi, il y a des gens qui l'utilisent pour la teinture. Moi, j'engage et je sais qu'il y a beaucoup de villageois dans le delta du Saloum qui plantent les palétuviers. Il faut continuer parce que donner un petit coup de main à la nature. Si on était 3 millions de Sénégalais, mais la nature a le temps de se renouveler par elle-même. Mais on est 14 millions de Sénégalais et on va être demain 20 millions. On a besoin que les autres espèces vivent. On a besoin que nous tous on vive. La nature aujourd'hui a besoin que l'homme lui donne un petit coup de main.
Donc si on peut donner un petit coup de main à cet écosystème pour qu'il aille un peu mieux, pour qu'il puisse se développer, pour qu'il puisse continuer à vivre, c'est parce qu'il vit que nous aussi, les humains, on va vivre. Donc il faut qu'on continue à le protéger. L'avenir de la mangrove passe par ses habitants. C'est pourquoi il faut tenir compte des populations, soutenir leur rôle pour une valorisation durable. Cette ressource, rare et précieuse, appartient aux habitants qui y vivent et qui en vivent. Il faut la protéger lorsqu'on l'exploite. Pour prendre de bonnes décisions quant à sa conservation, il faut tenir compte des populations et soutenir leur rôle pour une valorisation durable.